je fais ici une comparaison entre les maladies professionnelles en Europe et en Algérie. Donc, c'est pour voir un peu comment nous nous situons. Il y a un rapport, le rapport d'Eurogip, bon, c'est celui de 2000, mais enfin, il n'y a pas une grande différence avec ce qui se passe maintenant. Je parle du moins, non pas sur les chiffres, mais sur les tendances. Eurogip, c'est un organisme donc, qui rassemble 13 pays et ce rapport étudie les maladies professionnelles sur une période de 90 à 98, pratiquement une dizaine d'années. Ce qui apparaît, c'est que les informations ne sont pas toujours disponibles. C'est un peu comme chez nous, en mieux, je suppose. La fiabilité des informations sont variables selon les pays, Portugal, France, Grèce, Espagne. Donc, ça varie d'un pays à un autre. En France, par exemple, les déclarations ne sont pas comptabilisées, ne sont comptabilisés que les accidents du travail qui sont reconnus comme tels. Donc, cela influe sur les statistiques. Par exemple, en Espagne, les statistiques ne sont pas centralisées puisque vous savez que l'Espagne, c'est un pays où il y a la régionalisation et chaque région a son organisation. Les enquêtes sur les populations diffèrent selon le pays. Et en général, il y a un décalage entre le moment où la maladie est contractée, la maladie professionnelle est contractée, et le moment où elle est déclarée et le moment où elle est reconnue. Ça peut donc perturber un peu les statistiques et influer sur la fiabilité des statistiques. Les procédures de déclaration et les conditions de reconnaissance et les modalités d'indemnisation varient selon les pays. Ici, dans ce rapport, l'étude qui est publiée constate une sous-déclaration dans la plupart des pays. Le phénomène de sous-déclaration n'est pas spécifique à l'Algérie, encore qu'il a ses caractères. L'étude identifie comme facteur favorisant la sous-déclaration le fait que les maladies professionnelles, c'est la victime qui fait sa déclaration, ce n'est pas l'employeur. Et de ce fait, laisser la déclaration à la seule victime, ça peut pousser certains salariés à ne pas déclarer parce qu'ils ont peur que s'ils déclarent leur maladie professionnelle, ils risquent d'être licenciés ou d'avoir des problèmes avec leur hiérarchie, ou bien ils considèrent que ce n'est pas important et ils ignorent la déclaration. Le fait qu'il n'y ait pas de réparation spécifique selon les pays et le fait, dans certains pays, les maladies professionnelles ne sont comptabilisées qu'à partir d'un certain seuil d'incapacité permanente partielle. Si une maladie professionnelle entraîne une IPP de 5%, elle n'est pas comptabilisée. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas les chiffres exacts et réels des maladies professionnelles. L'étude soulève aussi la disparité des listes des maladies professionnelles. Alors, la liste des maladies professionnelles, elle varie d'un pays à un autre. Nous allons y revenir. La demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Qui effectue la demande? Par exemple, en Allemagne, Autriche, Luxembourg, Danemark, Finlande, Espagne, c'est le médecin qui fait la demande de reconnaissance. En Belgique, France, Portugal, Suède et Grèce, c'est la victime. En Suisse et en Italie, c'est l'employeur. Vous voyez que c'est différent. En Algérie, nous sommes plus, c'est la victime. Vous voyez que selon les pays, ça peut être le médecin, la victime ou l'employeur qui fait la demande de reconnaissance. Auprès de qui? Dans tous les pays, la demande de reconnaissance s'adresse à l'organisme d'assurance. On parle d'organisme d'assurance parce que ce n'est pas tout le temps la sécurité sociale. Quel délai? Au-delà duquel, donc le délai, on parle du délai au-delà duquel la victime va perdre ses droits. Alors, en Suisse, il n'y a pas de délai. Donc, Suisse, Belgique, Portugal, Espagne. En France, il y a, au Luxembourg, en Grèce, au Danemark, il y a un délai au-delà duquel vous risquez la victime risque de perdre ses droits. Les délais de déclaration sont très stricts. Pour les modalités, dans tous les pays, il y a un formulaire qui peut être utilisé. L'instruction de la demande. Qui c'est qui est chargé d'instruire la demande? Là, on est du côté, la déclaration est faite et nous sommes du côté des organismes qui traitent la demande. Alors, qui est chargé? Alors, ça peut être l'organisme d'assurance et parfois, il y a l'avis de l'inspection du travail qui est demandé. Donc, quels sont les éléments de l'instruction de la demande? Alors, la demande est étudiée sous un angle administratif, technique, c'est-à-dire l'exposition, la réalité de l'exposition, et un angle médical qui concerne la pathologie. Nous, médecins, le médecin conseil s'intéresse à l'angle médical. Et le service administratif s'intéresse aux aspects techniques et le service de prévention, à l'aspect administratif. Et le service de prévention de la sécurité sociale s'intéresse à l'exposition. Est-ce que le bruit est réellement élevé? Est-ce qu'il y a de l'amiante ou non? L'angle administratif, est-ce qu'il y a un contrat de travail? Est-ce que le formulaire est bien rempli, etc., etc. Ensuite, vous avez une enquête sur l'exposition. L'enquête sur l'exposition est faite par l'organisme d'assurance et parfois, l'assurance va désigner des experts
des experts extérieurs, donc qui sont rémunérés. Alors, les tests médicaux et les méthodes qui vont caractériser la pathologie. En général, il y a des tests, par exemple une radiographie du thorax, ou bien un bilan toxicologique, ou bien un test sérologique quand il s'agit de maladies infectieuses. Et parfois, l'avis de spécialistes est requis dans le cadre d'experts. Un délai de réponse entre la déclaration à partir du moment où vous faites la déclaration. Alors, au Luxembourg, il n'y a pas un délai de réponse. En Suisse aussi, en Allemagne, au Portugal et en Suède. Par contre, en France, en Grèce, en Finlande, etc., le délai de réponse est de 3 à 9 mois. Ça veut dire que l'organisme, l'assurance sociale, la sécurité sociale est tenu de répondre dans un délai de 3 à 9 mois. Au-delà, la maladie est reconnue comme telle, particulièrement en France. Les fondements de la reconnaissance. Dans certains pays, il y a des tableaux et dans d'autres, il y a des listes. Il n'y a pas de tableau. La grande majorité des pays utilisent des listes. Seules sont reconnues celles qui y figurent, sauf le Portugal et la Finlande, où c'est une liste de référence. Alors ici, on va s'arrêter. Il y a des pays qui ont une liste. Ces pays vont, par exemple, avoir une soixantaine de maladies ou une centaine de maladies. Par contre, au Portugal et au Finlande, il y a une liste, mais c'est une liste de référence. Cela veut dire que toute maladie peut être déclarée en maladie professionnelle. Et donc, la reconnaissance, c'est un autre aspect. En France, c'est des tableaux. Vous voyez que c'est le seul pays où il y a des tableaux de maladies professionnelles. La Suède, il n'y a ni tableau, ni liste. Toute maladie peut être reconnue si on apporte la preuve. Dans ce cas-là, la victime, avec l'aide des syndicats, qui ont en général des avocats, et tout passe en justice. Et donc, c'est le juge qui va décider. Qui c'est qui élabore les listes et les tableaux? Alors, dans la grande majorité, c'est une instance gouvernementale, c'est en général le ministère du Travail. Sauf dans 2 pays, il y a des commissions spéciales comme le Luxembourg et le Portugal, c'est des commissions et ce n'est pas le ministère du Travail. Quelles sont les bases et la fréquence de la révision des listes et tableaux? Sur quelle base peut-on améliorer ou développer les listes ou les tableaux? Sur la base d'études épidémiologiques en Suisse. Par exemple, s'il y a beaucoup de déclarations sur une maladie à caractère professionnel, il y a une étude épidémiologique qui est faite. Et si l'enquête épidémiologique ou l'étude épidémiologique est en faveur de la reconnaissance, est positive, donc cette maladie est rajoutée à la liste. Enquête et études médicales en Allemagne et en Espagne. Enquête plus études plus consensus social en Italie et en Autriche. Consensus social, ça veut dire qu'il y a des commissions où il y a les employeurs, les représentants des employeurs, les représentants des employés, les représentants de l'État et qui discutent, il faut qu'ils soient d'accord. En France, au Portugal, au Danemark, c'est la même chose. Donc il y a des études, il y a des enquêtes et il faut un consensus social. Avis d'experts, alors là c'est en Grèce, donc c'est l'expert qui décide. Alors, la fréquence, dans la grande majorité des pays, c'est en fonction des besoins et des nouvelles connaissances. Au Danemark et au Luxembourg, il y a une périodicité. 2 ans pour le Danemark, tous les 2 ans, ils revoient la liste. Et au Luxembourg, tous les 5 ans. Très rarement en Italie et en Grèce. Alors là, c'est un peu comme chez nous. Jamais ou lorsqu'il y a une grève. Nous avons eu des grèves, par exemple, des enseignants qui ont fait reconnaître la dysphonie. Il y a eu une grande grève chez le personnel de santé et à partir de là, il y a eu le tableau sur les infections spécifiques au personnel de santé, le tableau numéro 75. Que la liste a un caractère contraignant, l'aspect contraignant et l'aspect présomption d'origine. Le caractère contraignant. En Finlande, c'est une liste, elle a une valeur indicative, donc c'est le juge qui dit. Et dans la majorité des autres pays, la valeur est contraignante, c'est-à-dire qu'il faut que la maladie soit sur la liste ou sur le tableau. Présomption d'origine, pour la majorité des pays, oui. Et la présomption d'origine, c'est lorsque la maladie professionnelle, la maladie est sur une liste ou sur un tableau, elle est reconnue. En Suisse, il y a une liste de substances et il n'y a pas de liste d'affection. Alors en Suisse, c'est particulier, il y a une liste de substances qui entraînent les maladies. Si vous êtes exposé à cette substance et que vous présentez une pathologie, dans ce cas-là, elle peut être présumée d'origine. Bien sûr, ça passe par une procédure. En Allemagne, c'est étudié au cas par cas. Alors, le système de reconnaissance complémentaire, alors, il n'existe pas en Grèce, en Espagne, mais il y a une liste, c'est un espace d'interprétation, c'est-à-dire que cette liste peut permettre d'interpréter pour reconnaître ou non la maladie, mais seul un faible pourcentage est reconnu dans le cadre des systèmes complémentaires. Le système complémentaire, par exemple en France, pour qu'une maladie soit reconnue comme maladie professionnelle lorsqu'elle n'est pas dans les tableaux, au moins une IPP, une incapacité permanente partielle, de 25%. Voilà pour ce qui est du caractère contraignant ou présomption d'origine. La contestation et le recours. Alors, qui peut contester la demande de reconnaissance? La demande, je fais une demande. Qui peut contester la demande de reconnaissance? Personne en Belgique ne peut contester la demande de reconnaissance. En Belgique, Luxembourg, etc. En Suisse et en Italie, les assurances peuvent contester. En France, l'employeur et la victime peuvent contester. En Espagne, c'est l'assurance, le médecin et la victime. Donc, voilà comment se fait la contestation
je suis employé, je suis victime, je vais faire une demande de reconnaissance. L'employeur peut contester, l'assurance peut contester, mais ça varie selon les pays. Conséquence de la contestation. Donc, il y a eu contestation. Qu'est-ce qui se passe? En Suisse, le dossier est transféré à l'assurance maladie. En Finlande, ça va vers les tribunaux. En Espagne, ça va vers les médecins, l'assurance ou un jury lorsqu'il y a un appel. En Italie, il y a un service national de santé, c'est le service de santé publique. En Suède, en Allemagne et en Belgique, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de contestation comme cela. La fréquence des contestations, oui. Là où c'est possible, la contestation est fréquente, que ce soit par la victime ou par l'employeur ou par les assurances. Qui peut contester la décision de l'organisme, par exemple? Là, on ne parle plus de la contestation du contestation de la décision. Par exemple, l'assurance va rejeter ou accepter. La victime, dans tous les pays, peut contester la décision de l'organisme de la sécurité sociale. En France, en Finlande, l'employeur, et au Danemark, c'est l'employeur. L'organisme est la victime lorsque la décision est prise par une commission. Alors là, c'est la Suède et en Grèce. Le délai de contestation de la décision, 30 jours à 1 an selon le pays. Le recours à l'amiable ou contentieux, alors les deux, Italie, France, Grèce, donc ils ont tous un recours amiable ou contentieux. Le contentieux, c'est seulement en Suède, Finlande, Autriche, Belgique. Et il y a des juridictions spéciales. Conséquence de la contestation, la décision du tribunal s'impose. En France, les rapports caisse victime et caisse employeur sont indépendants. Voilà, ici, nous avons le nombre de reconnaissances pour les salariés. Par exemple, ici, selon les pays, de 90 à 99, en Allemagne, vous voyez qu'il y a une évolution d'une manière générale. On voit que les demandes de reconnaissance, il y a une tendance à la baisse. Donc, il y a un groupe 1, Suède, Italie, Finlande, Belgique, Autriche. En Suède, il y a une demande de reconnaissance en baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu réforme du système de reconnaissance et d'indemnisation. Donc, ça a été plus sévère et donc il y a moins de demandes. En Italie, le dispositif est favorable aux victimes. Donc, les victimes sollicitent moins le système. En Autriche, Belgique, il y a progrès de la prévention et fermeture des mines de charbon. C'est pourquoi il y a eu les demandes de reconnaissance en baisse. Et puis, il y a la crainte du chômage qui bloque un nombre de demandes de reconnaissance. Même chose, l'interdiction de l'amiante a permis une baisse de la demande de reconnaissance. Il y a eu beaucoup de maladies professionnelles du fait de l'amiante. Demande de reconnaissance en hausse. France, Allemagne, Portugal, Danemark. En France, c'est l'introduction du tableau 57 sur les affections périarticulaires, c'est les troubles musculo-squelettiques. Première maladie reconnue en France. En France, en 93, il y a eu l'introduction du système complémentaire. Il y a aussi le fait que les médias, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux, qu'il y a une meilleure information et les salariés sont mieux informés. Au Danemark, il y a une obligation de déclaration qui est faite aux médecins et aux chirurgiens dentistes, ce qui fait qu'il y a une hausse. En Allemagne, il y a l'introduction des lombalgies dans la liste, ce qui a augmenté la demande de reconnaissance. Il y a aussi la réunification des deux Allemagnes. Vous savez que l'Allemagne était séparée est-ouest. Dès qu'il y a eu réunification, il y a eu augmentation des demandes de reconnaissance. Maintenant, le nombre de nouvelles maladies professionnelles reconnues pour 100 000 salariés. Donc ici, nous avons pour 100 000, 30 à 40 en Allemagne, 90 à 87. Donc il y a une baisse ici au Danemark. Une baisse en Finlande, une augmentation en France, on a parlé des TMS, hein. Et vous voyez, selon les pays, ça augmente, ça diminue. Alors, pathologies les plus souvent reconnues en Europe. Vous voyez ici la surdité, l'amiante, plaque pleurale, la silicose, les maladies de la peau, les infections respiratoires d'origine allergique, les maladies respiratoires chimiques, maladies infectieuses, les maladies ostéo-articulaires, le cancer professionnel, le saturnisme, les maladies obstructives des voies respiratoires, mésothélium. Alors ici, le mésothélium n'est pas reconnu en Algérie, donc pathologie liée aux vibrations. Donc c'est le rapport des maladies reconnues sur maladies déclarées. Le rapport maladies professionnelles reconnues et maladies déclarées, très peu. 18% des maladies sont reconnues en Allemagne en 90. Ça a augmenté à 23% en 99. Vous voyez qu'il y a très peu quand même, la moitié ici en Autriche, la moitié presque en Belgique, pas d'évolution, 16% seulement au Danemark. Vous voyez qu'en Espagne, l'Espagne n'a pas déclaré, n'a pas donné le rapport entre les maladies reconnues et les maladies non reconnues. Finlande, il y a une baisse. En France, ça a augmenté, 70%. Hein. La Grèce, beaucoup, 92%. Et vous voyez que c'est variable d'un pays à un autre, des reconnaissances. Alors, le rapport maladie professionnelle reconnue sur maladie déclarée en Europe. Donc, nous avons un contraste marqué. En Suisse et en France, ils acceptent entre 70 et 80%. Italie, Danemark, plus grand nombre de déclarations. Ils acceptent 15% seulement. La majorité des pays, Autriche, Portugal, Allemagne,
inférieur à 50%. En Allemagne, il y a un écart, c'est une question politique. Les organismes assureurs sont accusés de ne pas reconnaître beaucoup de cas pour ne pas payer des indemnisations. Par pathologie, il y a une grande variation du rapport. La silicose, 82%, les lombalgies, 3%, par exemple. Les lombalgies sont moins reconnues que les silicoses. Ah, ici, nous avons les 5 pathologies souvent reconnues selon les pays. Vous voyez, surdité, amiante, maladie de la peau, affection respiratoire. En Autriche, il y a les maladies infectieuses qui s'introduisent. On voit ici la Finlande, les TMS, l'Espagne, les TMS. Vous voyez, c'est variable d'un pays à l'autre. En Algérie, qu'en est-il? Bon, les chiffres sont un peu anciens, c'est 2011. Mais de toute façon, on n'a pas de chiffres en Algérie, il y a un blackout. Alors ici, nous avons les employeurs et les employés. Donc, vous voyez qu'à peu près, bon, factuellement, nous sommes à 10 millions d'employés pour à peu près le même chiffre pour les organismes. Évolution du nombre des assurés salariés. Donc ici, nous avons ici les salariés actifs et ici, j'ai pu obtenir sur le site les pensions d'invalidité et les rentes AT-MP et le rapport. Par exemple, en 2006, il y avait 4 millions à peu près, 4 300 000 d'actifs. Il y avait 74 587 pensions d'invalidité, accident du travail et maladie professionnelle. Ce qui fait à peu près 1,74% des salariés ont une pension pour accident du travail. On a une tendance à la baisse, ce qui n'est pas normal. Nous avons 856 maladies professionnelles reconnues, soit 12 pour 100 000 salariés. Donc là, une sous-déclaration. Alors, voilà les maladies les plus reconnues en Algérie, le bruit, la silicose, et puis l'hépatite virale, la tuberculose. Donc là, parce que nous avons le personnel de santé, hein, la sidérose, infection du personnel de santé, voilà. En Algérie, le système de réparation des maladies est inspiré du système français. La réparation de la maladie est basée sur la présomption d'origine. Ensuite, donc là, c'est le texte sur les maladies professionnelles. Alors, il y a l'arrêté sur les commissions de maladies professionnelles. La commission de maladies professionnelles ne se réunit plus. Depuis une vingtaine d'années, nous n'avons plus de texte et plus d'évolution sur ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Au contraire, nous avons une régression dans le développement de la santé et sécurité au travail en Algérie. Moi je dis depuis à peu près 20 ans, peut-être un peu plus. Alors, les tableaux des maladies professionnelles, nous avons les 3 groupes. Puis il y a le groupe intoxication aiguë ou chronique, avec le tableau numéro 1, maladie causée par le plomb, le tableau numéro 2, l'hydrarisme, le mercure. Donc, c'est les intoxications aiguës ou chroniques. Et en général, c'est les produits chimiques. Le groupe 2, c'est les infections microbiennes, avec exemple le tableau 7, le tétanos, et le 18, le charbon professionnel. C'est des exemples. Hein. Le groupe 3, c'est les ambiances et attitudes de travail, par exemple le nystagmus professionnel, et le 42, c'est les infections provoquées par le bruit. Un exemple de tableau, vous voyez que le tableau, il y a la colonne de gauche qui donne les pathologies qui sont réparées. Seules ces infections sont réparées. Ici, nous avons le délai de prise en charge. C'est le nombre de jours qui sépare la date de la dernière exposition avec la date de la première constatation. Et ici, nous avons la liste indicative ou limitative. Pour le mercure, elle est indicative. Alors, pour certains tableaux, il y a aussi une durée d'exposition que vous retrouverez sous le titre. Ici, nous avons une comparaison entre certaines affections. Voilà, par exemple, nous avons ici l'encéphalopathie aiguë qui est reconnue donc, dans le tableau français et le tableau algérien. La stomatique qui est reconnue. La taxie cérébelleuse est reconnue. Par contre, dans le loris, on parle de troubles de caractère, du caractère, de la personnalité. Donc, c'est des troubles neurocognitifs qui ne sont reconnus ni dans le tableau français ni dans le tableau algérien. La polynévrite sensitivo-motrice qui n'est reconnue ni dans le tableau français ni dans le tableau algérien. L'atteinte digestive, anorexie, atteinte de l'état général, même chose. Et comme j'ai suivi beaucoup de patients de l'usine de mercure de Azaba qui présentent une atteinte digestive et ils n'ont pas pu donc se faire reconnaître. Nous avons l'atteinte génétique qui n'est pas reconnue. Voilà quelques exemples, si vous voulez, d'affections qui sont reconnues scientifiquement, qui ont été démontrées comme étant en rapport avec l'intoxication mercurielle chronique, qui ne sont pas reconnues et que la commission des maladies professionnelles devrait intégrer. Bon, par exemple, ici, entre le tableau français et le tableau algérien, le numéro du tableau, c'est le régime agricole, c'est le 12 en France. Voilà, il y a les dates de révision, bon, les maladies prises en charge, enfin voilà, c'est un peu une comparaison.